la fameuse paresse des surdoués et leur fameuse tendance à la procrastination. Alors, c'est une question qui me touche de près parce que j'ai passé mon enfance à être taxé de flemmard par l'essentiel du corps professoral, par mon père, assez inquiet d'ailleurs, et j'avais fini par m'en convaincre moi-même, par me dire, si on m'avait posé la question à 13-14 ans, j'aurais répondu que apparemment j'avais des facilités et des talents qui m'auraient permis, j'aurais déjà parlé d'ailleurs à 14 ans au futur antérieur, des facilités qui m'auraient permis de faire des choses si j'avais pas été un incurable flemmard. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand ça devenait difficile, quand il fallait faire des efforts pour l'école, faire l'effort supplémentaire pour avoir des super notes et pas simplement le 12 ou 13 ou 14 qu'on a facilement, quand il fallait apprendre des leçons, quand il fallait, mais même dans d'autres domaines, quand il fallait faire des gammes en musique, etc., j'avais du mal. Donc j'avais fini par croire, par me dire que bon, sans doute mon avenir était bouché à cause de ça. Évidemment, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis plus du tout convaincu, non seulement du fait que je sois un flemmard, quoique encore aujourd'hui il puisse y avoir parfois des apparences qui puissent le laisser penser à d'autres, mais surtout je suis aujourd'hui profondément convaincu du fait que le mot paresse, c'est un concept vide, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça fait partie des enjeux essentiels de l'ouvrage qu'on a écrit et qu'on est en train de, qui va sortir là dans les semaines qui viennent. Et c'est très important d'analyser ce qui se passe autour de ce terme parce que c'est l'un des principaux objets autour duquel les surdoués se tyrannisent. Voilà, leur fameuse paresse, leur fameuse difficulté à passer à l'action. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça n'existe pas? Si on revient un peu même sur l'historique du mot paresse, ça fait belle lurette que dans la culture occidentale, il y a une espèce de conception de bon sens, selon laquelle, alors conception de bon sens qui a été étayée philosophiquement par un certain nombre d'auteurs qui ont tenté cela, comme s'il y avait une nature humaine qui nous conditionne à la paresse et qui serait l'oisiveté la mère de tous les vices, hein, qui serait justement ce qui potentiellement nous entraîne vers la chute, et que pour contrer cette nature humaine, cette inclination naturelle à paresser, il fallait du coup un effort de volonté. Et au fond, c'est le grand mythe de l'école. D'ailleurs, c'est là-dessus que repose la méritocratie républicaine. Ceux qui seront capables de cet effort de volonté mériteront du coup X, les diplômes, les salaires, etc. Ouais. Et si on interroge ça 2 minutes, alors, qu'est-ce qui dans la nature pourrait nous rendre paresseux? Là, on voit bien. Il suffit de regarder les animaux. C'est qu'effectivement, la plupart des espèces animales sont sélectionnées pour se reposer et reproduire leur énergie dès qu'elles peuvent. En effet, un primate, pour prendre ceux qui nous sont plus apparentés, un félin, etc. Dès qu'ils ne sont pas en danger, qu'ils ont mangé, qu'ils ont assuré la survie et la reproduction, ils se reposent. Ils somnolent, ils dorment ou ils somnolent. Ils passent un temps très impressionnant à somnoler, sans que ça leur pose aucun problème. Chez l'être humain, si on fait une simple observation, même d'ailleurs par exemple, prenons l'élève que tout le monde dit flemmard, celui qui ne fait pas ses devoirs, qui ne fait jamais ses devoirs, qui se fait engueuler constamment par les parents, par les profs, t'as encore pas fait tes devoirs, non, j'ai la flemme, j'arrive pas à m'y mettre. Qu'est-ce qu'il fait de son temps? Est-ce qu'il est justement dans la position du paresseux, l'animal qui porte ce nom? Est-ce qu'il est dans la position du chat, du lion, juste ne rien faire? Pas du tout. Bon, l'individu qui fait rien, c'est même extrêmement rare. Ça existe, mais c'est repéré, c'est très pathologique. Ça s'appelle la boulie, c'est tout à fait autre chose. C'est l'individu qui vraiment passe sa journée comme ça. C'est rarissime. En général, pour que ça se produise d'ailleurs, comme par hasard, il faut endormir la conscience, il faut des drogues, il faut de l'alcool. Ça ne peut pas se faire comme ça. Tout simplement parce que ce qui nous distingue, nous, de ces espèces animales, c'est que nous avons conscience du temps qui passe, et toute la réflexion qu'on conduit sur l'intelligence est autour de ça, autour du fait qu'on ne peut rien comprendre au fonctionnement cérébral humain, donc cognitif, si on ne prend pas en compte ça, ce paramètre essentiel de cette conscience du temps, conscience de la mort, conscience de la solitude, conscience de l'existence de soi, qui nous oblige à faire quelque chose du temps. Nous ne pouvons pas tolérer un temps vide. C'est insupportable. Donc finalement, le gamin, soi-disant flemmard, qu'est-ce qu'il est en train de faire la plupart du temps? Il est en train de prendre son téléphone pour jouer, compulsivement, et imaginairement, être en train d'agir, parce qu'il ne joue pas au paresseux. Le personnage auquel il s'identifie dans son petit jeu, il est en train de faire plein de choses. Hein. Il combat des dragons, il saute sur des précipices, il échappe à des monstres, il franchit des niveaux, il progresse d'ailleurs. Ou alors,
il regarde des films ou des séries, et là encore, il se projette dans un personnage qui agit même considérablement, il a un rythme frénétique. Donc, imaginairement en tout cas, il n'est pas du tout en train de ne rien faire. Quand on aperçoit ça, quand on aperçoit que finalement, d'ailleurs, à l'échelle de l'espèce humaine, c'est même flagrant, on est pour le coup une espèce hyperactive. On est l'espèce qui grimpe sur l'Everest, qui traverse les océans à la rame, qui est constamment en train de s'inventer des nouveaux trucs à faire. Constamment. Ça bouge, ça s'agite, ça fait, ça agit, tout le temps. Donc, si on admet que cette idée de la paresse naturelle des êtres humains est un mythe, la vraie question est ailleurs. Et c'est la question que j'ai découverte, moi, dans le fil de mon existence, parce que quand j'ai commencé à trouver des choses qui faisaient sens pour moi, véritablement, et c'est là ensuite la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est faire sens? Bon. Quand j'ai découvert des choses qui faisaient sens, j'ai découvert que, évidemment, j'étais capable, comme tous les surdoués, comme tous les individus, de déployer une énergie considérable, de faire des efforts considérables, de m'imposer, de m'astreindre à des choses douloureuses, pénibles, etc., mais qui, sur le coup, n'étaient pas seulement pénibles, prenaient pleinement sens. Donc, la question de l'incapacité réelle, en effet, de beaucoup de surdoués à faire des efforts dans le même cadre que les autres. C'est-à-dire à faire les efforts qu'on leur demande à l'école, ou à faire les efforts qu'on leur demande au travail, dans l'institution. Elle ne doit pas masquer le fait que, pour la plupart, ces individus ne sont pas moins actifs que les autres, simplement leur action suit des voies totalement différentes. Ce qui les fait être désignés comme paresseux, alors que dès qu'on change un peu la focale, on s'aperçoit qu'ils sont capables de déployer une immense énergie. Ils sont évidemment capables, eux aussi, de s'astreindre à beaucoup d'efforts, mais totalement différemment. Donc la vraie question devient non pas qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer leur paresse, quelle bonne résolution on peut leur faire prendre, mais tout autre, finalement, qu'est-ce qui permet aux autres d'accomplir des efforts qui ne semblent pas immédiatement faire sens pour eux. Je veux dire, l'élève standard, quand il fait ses devoirs, ça ne le passionne pas. La matière ne le passionne pas, les devoirs même ne le passionnent pas. On ne peut pas dire que ça fasse incroyablement sens apparemment pour lui. Mais il les fait. La majorité des gens vont au travail sans que ça les passionne, sans que ça ait un sens brûlant pour eux, mais ils le font. Ils se lèvent tous les matins, ils le font, ils s'en accommodent. Donc l'individu qui suffoque, qui n'y arrive pas, qui est en panne, qui ne peut pas, qui déprime quand il fait un travail comme tout le monde, qui n'arrive même pas à le faire. Pour comprendre ce qui se passe pour lui, il faut s'interroger sur les autres. Qu'est-ce qui les soutient? Qu'est-ce qui leur permet à eux de trouver tout de même du sens? Quelles sont les voies par lesquelles ils trouvent du sens à ces activités-là? Et aller sur ce chemin, c'est s'apercevoir que ces voies ne sont pas plus rationnelles, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elles ne sont pas du tout de l'ordre de l'acceptation d'une limite, de l'ordre de « ils ont compris que la vie c'était comme ça », ou d'une maturité. Parce que là aussi se loge finalement le grand argument de l'immaturité des surdoués. Voilà. Les autres auraient compris que la vie c'est accepter de faire des efforts. Voilà, faut faire une dose d'efforts pour avoir le droit d'être un peu récompensé, d'avoir quelques vacances, d'avoir quelques loisirs. Sauf que ça c'est un mensonge. Si on regarde de près, vraiment avec un œil d'anthropologue, un œil de philosophe, les enjeux psychiques de ce qui se passe pour la majorité des gens, on s'aperçoit que ça c'est le mythe, la fable qu'on se raconte à l'échelle de notre culture et de notre société. C'est bien plus complexe ce qui s'y joue. Et ça permet d'apercevoir que pour certains individus, c'est un chemin tout simplement impossible. Pour le dire en d'autres termes, finalement, j'ai pu faire ce que j'ai fait, moi par exemple, à titre personnel, dans mon existence, écrire des livres, faire des études, etc., quand j'ai compris que les voies habituelles de l'effort m'étaient totalement interdites. Si c'est cela être flemmard, alors je suis resté exactement le même flemmard incurable qu'à 13 ans. Mais c'est là qu'il y a une du prix.